Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans le débat de questions d'actu. Elle ne date pas d'hier, mais la campagne de dénigrement de quelques cercles français à l'égard de l'Algérie reste pour le moins ostensible. Elle est nourrie chaque jour par de nouvelles déclarations médiatiques et politiques, toujours plus agressives, plus intrusives aussi, empêchant toute chance de rétablissement de relations normales et dans le respect mutuel entre les deux nations. Il y a quelques jours, le président de la République rappelait à la France son devoir de mémoire envers les Algériens et l'impératif de revenir à la raison et de dépasser le prisme de l'Algérie française qui n'existe encore que dans les esprits de certains nostalgiques de la colonisation dont les descendants soutiennent aujourd'hui et applaudissent aussi le projet génocidaire des sionistes en Palestine occupée. Nous avons contacté ce soir ce qu'on appelle des influenceurs franco-algériens sur les réseaux sociaux et ils sont une sorte d'ambassadeurs numériques. Ils comptabilisent des centaines de milliers de followers et de vues et ont pris parti de rétablir l'image de leur pays d'origine qu'on veut écorner par tous les moyens, notamment par le truchement de la fake news, de la stigmatisation de la diaspora algérienne ou en faisant appel à des intellectuels moralement corrompus. On en parle ce soir avec nos invités sur le plateau. D'abord Zine Cherfaoui, journaliste spécialiste des questions internationales. Bonsoir Zine, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous téléspectateurs. Merci beaucoup. Kamel Mensali est aussi avec nous, directeur de publication du Jeune Indépendant et consultant Canal Algérie. Bonsoir. Bonsoir. Kamel, merci d'être avec nous. Et puis, via Skype, depuis Paris, Gamel Abina, journaliste spécialiste des questions internationales, est également, donc je le disais, avec nous. Et Lies Hamroun, appelé Jetlies sur les plateformes numériques, et Mohamed Larej, plus connu sous le nom de Coach Larage, sur les réseaux sociaux. Bonsoir à vous, messieurs. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer d'abord par une question simple pour vous, messieurs. Ces cercles, Kamel Mensali, ces cercles souvent de l'extrême droite, ils sont faciles à identifier, nourrissent, comme je le disais, cette campagne de dénigrement à l'égard de l'Algérie, des milieux renforcés désormais par les lobbies sionistes. Et quelle est la raison profonde, tout simplement, de cette agitation ? Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés en France. Et aujourd'hui, on remarque que l'agora publique en France se distingue par un discours tout à fait anti-immigration, sinon anti-islam. S'il n'est pas anti-islam, il est surtout contre tout ce qui contrarie l'idéologie ambiante en France, qui est de substrat sioniste. Donc on est en train de découvrir que de plus en plus cette campagne s'accentue, et que si elle s'accentue parce qu'elle répond à des besoins idéologiques. L'extrême droite en France, et même la droite, il ne faut pas oublier, fait de la question de l'immigration, de l'islam, comme un terreau, comme un réservoir électoral. Donc elle se base sur ce discours-là pour justement justifier ou cacher ce qu'on appelle, l'utiliser comme un épouvantail dans la France actuelle pour justement cacher les difficultés économiques. Donc en France aujourd'hui, suffit de sortir l'épouvantail immigration, l'épouvantail islamisme, sécurité, pour dévoyer le débat des vraies questions qui sont d'ordre économique et social. Aujourd'hui en France, l'immigration de quelque substrat qu'elle soit, elle est aujourd'hui intégrée au sein de la société française, c'est cette extrême droite qui refuse, qui ne veut pas l'intégrer dans son psyché, sinon dans sa démarche ou bien dans son discours. Donc on est face à une réalité dont on se sert pour justement arriver au pouvoir. Pourquoi l'Algérie particulièrement ? Parce que déjà, de par un passé un petit peu la particularité entre l'Algérie et la France, c'est qu'il y a eu le colonialisme. Contrairement à d'autres pays comme la Tunisie ou le Maroc ou d'autres pays africains, où le colonialisme a été le plus brutal, où il faut rappeler que la France, pour se construire son bien-être, pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, elle s'est servie de la main-d'œuvre algérienne, que ce soit pour reconstruire la France après les deux grandes guerres, sinon y compris durant les deux guerres. Donc, la main-d'œuvre algérienne, ou l'Algérien, l'indigène algérien, a servi pour libérer la France, comme il a servi à reconstruire la France. Et donc, il y a eu sur le plan des statistiques, les Algériens ont été les plus nombreux en France.
Aujourd'hui, lorsqu'on veut, c'est-à-dire quand la faillite du discours en France fait quand on n'a pas de solution à proposer aux Français, on cherche l'alibi sécuritaire, l'alibi immigration, et c'est devenu un discours qui est répandu en Europe, y compris aux États-Unis, c'est-à-dire que l'Europe qui est en pleine crise, la France, dont les dettes s'accumulent et atteignent 4 000 milliards d'euros, aujourd'hui, la réponse aux questions économiques et sociales se fait par l'immigration. Et l'Algérien, dans tout ça, c'est-à-dire il sert d'alibi, c'est-à-dire c'est lui le bouc émissaire. Pourquoi ? D'abord parce que la question d'immigration est toujours une question sensible. Il y a un accord de coopération, celui de 68, donc on le déterre à chaque fois pour faire croire que c'est cela qui bloque. En réalité, c'est faux. Donc l'Algérien ne gouverne pas. L'immigration en Algérie n'est pas au pouvoir. Soit elle participe au développement de la France, sinon elle est marginalisée. Aujourd'hui, on stigmatise l'Algérien particulièrement parce que dans tout ce qui est discours anti-algérien ou pro-retour de la doctrine coloniale en France, il faut se servir de l'Algérien de base, alors que l'Algérien en général contribue à l'économie de la France. Les médecins qui soignent les Français sont des Algériens. Ceux qui construisent les routes ou bien sont dans les sociétés sont des Algériens. Et comme je vous ai dit, tant que l'Algérien d'origine, c'est-à-dire le Français d'origine algérienne, ne gouverne pas, donc on ne peut pas l'accuser des maux qui touchent la France aujourd'hui. Donc il y a un dévoiement. Et on utilise l'immigration comme un épouvantail. Je vais revenir à vous, Zine Cherfaoui. Je vais justement poser la question à nos influenceurs. Lias Hamaloun, vous nous entendez normalement bien. Justement, en parlant de ces cercles de l'extrême droite, ils utilisent souvent, pour dénigrer encore une fois l'Algérie, l'étendard de la liberté d'expression. Ce sont des rhétoriques souvent reprises par ces cercles. C'est un principe qu'on ne retrouve pas justement dans le traitement médiatique, par exemple du génocide à Gaza, particulièrement après le 7 octobre, sur les atrocités qui sont commises par l'armée d'occupation sioniste. Alors, moi, ce que je peux dire dans ce sujet, en ce qui concerne Gaza et en ce qui concerne les actes qui sont actuellement commis par l'armée israélienne, ce sont des actes bien entendu horribles et très très graves, mais qui sont reconnus uniquement par une partie de la population mondiale. Une autre partie a l'air de trouver ça absolument normal, ce qui n'est pas du tout. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien, Lias Hamaloun. Allez-y. Ce qui n'est absolument pas normal, ce qui se passe à Gaza. D'ailleurs, il faut savoir que les victimes et les morts qu'il y a eu à Gaza depuis le début de la guerre sont bien plus élevés que ceux qu'il y a eu, par exemple, en Ukraine, alors que ça fait 2 fois plus longtemps qu'il y a la guerre en Ukraine. Ce que j'aimerais dire, c'est que les divergences d'opinion dans le monde sont totalement différentes. Il y a une partie de la population mondiale, notamment les Occidentaux, qui considèrent que Israël est dans son droit de se défendre, et il y a une autre population qui voit de par ses yeux ce qui se passe réellement. Mais par rapport, Lias Hamaloun, par rapport au traitement médiatique que vous observez, notamment sur les médias lourds français, quelle appréciation vous en donnez justement ? Moi, ce que je peux en déduire sur les médias occidentaux, c'est que il y a une très grande partie de la vérité qui est cachée au public, et ils essayent de manipuler l'opinion publique afin de faire croire à tout le monde que les fautifs sont les Gazaouis et pas la partie d'en face, qui est totalement faux, bien entendu. Quand on regarde par exemple les médias occidentaux, pour ceux qui connaissent pas ce qui se passe et qui regardent les médias occidentaux, ils vont tout simplement en déduire que
que les coupables et les fautifs dans cette affaire sont les Gazaouis. Donc il y a une manipulation du narratif. C'est une manipulation médiatique. On va donner aussi la parole à Mohamed Larej. Votre sentiment aussi sur le traitement médiatique du génocide à Gaza, et est-ce qu'on retrouve ce principe justement de liberté d'expression dans les médias, dans les institutions politiques, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on ne réclame qu'à l'étranger finalement? Écoutez, le traitement médiatique justement à Gaza, c'est qu'il a beaucoup changé en 20 ans et que à l'époque, on voyait les analyses de Charles Anderlin sur France 2 qui étaient plutôt, on va dire, impartiales, et qu'aujourd'hui, le journaliste a beaucoup changé justement sur les médias mainstream, et qu'aujourd'hui, il y a un parti pris. Il y a un parti pris qui est plus vers l'entité, alors que sur les réseaux sociaux, on voit clairement que ce soit Twitter, TikTok et d'autres médias alternatifs, on voit que la population mondiale est pro-gazaoui et pro-palestinien. On voit en Amérique du Sud, on voit aux États-Unis, même dans des pays comme l'Irlande. Il y a un rejet de l'entité scélérate. Mais c'est vrai que dans les médias, on voit autre chose. Zine Charfaoui, en parlant aussi, on peut parler de gap moral à ce moment-là, lorsqu'il y a ce 2 poids 2 mesures dans le discours officiel, pas rien qu'en France d'ailleurs, en Europe, sur cette question de génocide. Il y a aussi ces attaques sur l'Algérie ou contre l'Algérie par le truchement d'intellectuels peu scrupuleux, on peut le dire. C'est un procédé qui consiste globalement à valider le narratif néocolonial et une image abîmée de l'Algérie à travers des personnes, donc ces personnes précisément, et à opposer une campagne, là encore, très agressive lorsque les autorités algériennes réagissent, en l'occurrence, à ces dérives. Est-ce que tout ça, c'est pour la consommation, pour l'opinion française, pour le cas de la France? Est-ce que c'est contre la diaspora algérienne? Est-ce que ce sont des messages pour la diaspora algérienne? Ou est-ce que c'est pour l'opinion publique algérienne? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux, mais juste avant de répondre à votre question, j'aimerais juste rebondir par rapport à ce que vient de dire Kamal Mansari. La séquence à laquelle nous assistons actuellement rappelle un peu ce que la communauté algérienne établie en France a vécu durant les années 70. Souvenez-vous, en 71-73, il y a eu une espèce le mot n'est pas trop fort, une chasse à l'homme qui a été déclenchée contre des Algériens vivant en France. Et cette chasse à l'homme, parce qu'il y a eu mort d'homme finalement, c'est à l'issue de cette chasse à l'homme que le président Houari Boumedienne avait décidé justement de bloquer, de mettre fin à l'immigration. Donc la France et l'Algérie étaient liées par un accord qui permettait la libre circulation entre les deux pays. Les Algériens pouvaient aller travailler en France quand ils le voulaient. Et donc ce mouvement-là a été arrêté justement parce que, comme aujourd'hui, des Algériens ont été disons-le, assassinés. Donc pourquoi donc à chaque fois qu'il y a des tensions entre les deux pays, à chaque fois que la France est en difficulté, généralement, et là je reprends l'expression de Kamal Mansari, les Algériens deviennent des boucs émissaires. Mais il n'y a pas que la communauté algérienne établie en France qui est la cible des attaques. Aujourd'hui, on assiste à des attaques médiatiques, à des attaques sur les réseaux sociaux. La France, depuis quelque temps, depuis plusieurs années même, on assiste à l'émergence de l'islamophobie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamophobie. Rien qu'en 2023, par exemple, le nombre d'actes islamophobes a augmenté de 57%. Malheureusement, on n'en parle pas suffisamment. Et donc, il y a une telle insécurité, du moins les Algériens établis en France, oui, ou les Franco-Algériens même, se sentent aujourd'hui dans une forme d'insécurité et de peur. Cela à tel point que les gens décident carrément de changer de pays. Il y a une belle étude qui a été publiée en avril dernier par des intellectuels français, 3 intellectuels français, une étude intitulée « La France, je l'aime mais je la quitte », oui,
qui justement donne les éléments de ce contexte chrysogène, dans ce contexte c'est le but recherché, d'incertitude dans lequel évolue. Est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est le but justement de provoquer une espèce de mouvement de Oui, mais alors justement, des Franco-Algériens? Le but, oui, mais en tout cas, c'est une forme. La communauté algérienne établie en France est utilisée comme une diversion, justement, à la fois pour faire oublier les problèmes internes, mais aussi pour l'utiliser comme bouc émissaire. Bon, il n'y a pas que les Algériens qui sont ciblés lorsqu'on parle d'islamophobie. Ce sont tous les Français d'origine qui sont de confession musulmane. Mais aujourd'hui, effectivement, avec les problèmes économiques, avec le déclassement diplomatique de la France, et le poids du lobby sioniste, Cherfaoui. Oui, alors. Est-ce qu'il s'est ajouté justement à cette crise? Bien sûr, il n'y a pas que le lobby sioniste. Aujourd'hui, tous les adversaires. Par rapport au contexte. Tous les adversaires de l'Algérie, justement, profitent de la situation, justement, pour créer un phénomène d'insécurité dans les communautés algériennes établies. Vous voulez parler du lobby marocain, par exemple? Par exemple, oui. Donc, qui est présent en France. Il y a aujourd'hui une forme de surenchère en France, et à qui critiquera le plus, à qui déstabilisera le plus cette communauté algérienne établie en France, qui est de l'ordre de 4 millions. Alors, rapidement, vraiment sur la question, parce qu'on doit aussi donner la parole à Gamal Abina, sur la question donc des personnalités ou des intellectuels, je le disais, peu scrupuleux, qui valident le narratif néocolonial. Alors oui, on assiste à quelque chose d'extrêmement... C'est connu comme procédé. D'extrêmement séditieux. Il y a une espèce de délégitimation des luttes d'indépendance, une délégitimation de tous les combats menés par l'Algérie de manière en particulier, et des combats menés par l'Afrique en général. Aujourd'hui, il y a un discours sur le souverainisme, le néo-souverainisme, l'indépendance africaine, la souveraineté alimentaire, etc. Ce sont autant de discours aujourd'hui qui dérangent certains intellectuels en France, particulièrement les intellectuels de droite. Heureusement qu'il y a d'autres intellectuels en France qui... Oui, justement, on va en parler. Heureusement qu'ils sont là pour équilibrer un petit peu les choses. Absolument. Gamal Abina, sur cette question aussi, effectivement, de délégitimation des combats, du combat des peuples africains, effectivement, dont l'Algérie, qui a été un pays qui a donc mené une guerre de libération pour se défaire du colonialisme français. Et donc, ces personnalités, ces intellectuels qui sont utilisés à des fins donc pernicieuses, et justement pour abîmer l'image de l'Algérie aujourd'hui. Bonsoir. Donc oui, intellectuel, t'as bien grand mot. Hein. On parle quand même de Kamel Daoud, Sansal, Mohamed Sifawi. Enfin, si ça c'est les intellectuels, moi je suis Einstein. Il faut être un peu sérieux. Ce sont des agents un peu ridicules, dont l'objectif est simplement de délégitimer effectivement le combat algérien. Alors pourquoi toute cette haine anti-algérienne? Il y a plusieurs points qui ont été évoqués que je vais reprendre rapidement. Oui. D'abord parce que la France perd sa guerre en Algérie, elle perd tout son empire colonial à cause de l'Algérie. C'est sa dernière défaite. 200 ans de défaite, et la consécration, c'est 62. Donc quand la France perd sa guerre en Algérie, elle perd sa guerre face à des paysans, sans armes, avec un courage incroyable, et qui se battaient sans espoir de victoire en réalité. C'est une défaite totale parce que cette même France, 20 ans auparavant, en 26 pour être très précis, dans le Rif, va assassiner 200 000 Rifains pour que Abdelkrim Khattabi se rende. Ils vont les assassiner avec du gaz moutarde. Donc on est vraiment dans l'exercice de barbarie comme jamais. Le colonialisme peut me le présenter. Et donc j'ai envie de dire simplement, ça a été évoqué à l'instant, l'islamophobie m'a toujours gêné parce que j'ai connu beaucoup d'organisations qui luttaient contre ça, mais j'aurais toujours dit, vous faites une erreur. La sémantique est importante parce que l'islamophobie n'est pas condamnable en justice et le racisme aussi. Or, ce n'est pas une question religieuse. La religion, c'est un habillage. L'obsession des fascistes en France, c'est les Algériens. Les anciens FAF, les anciens de l'Algérie française, les anciens de l'OAS, évidemment tous ces gens qui semblent avoir toujours cette nostalgie de vouloir conquérir un territoire qui était pour eux un paradis et pour eux un enfer, le président l'a dit d'ailleurs récemment, eh bien ces gens-là sont des revanchards. Et donc l'islamophobie, bizarrement, ne touche pas les Turcs, ne touche pas les Maliens, ne touche pas les Sénégalais, on ne les voit pas manifester. Ce sont toujours les mêmes qui sont en train de manifester, chez les Maghrébins majoritairement algériens évidemment, Tunisiens et Marocains. Mais c'est une chose importante de rappeler. Ensuite, tout à l'heure, il a été évoqué une étude. C'est pas une étude. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes.
C'est un livre qui a été fait par 3 chercheurs du CNRS, et pour les disqualifier, eh bien, un agent, encore une fois, qui est tenu par la France, un agent qui écrit dans un magazine Marianne, a prétendu qu'ils étaient drivés par les frères musulmans, simplement parce qu'ils avaient cherché des personnes qui allaient témoigner de la raison pour laquelle ils partaient. Souvent des cadres, d'ailleurs, bien formés, et qui en ont eu marre de cette atmosphère de haine alors musulmane, en réalité, c'est de l'arabophobie, c'est ça qu'il faut dire, et surtout de l'algérianophobie. On est dans de la haine basique anti-algérienne qu'on a connue dans les années 70-80. Donc ça, c'est important de le rappeler. Le phénomène du bouc émissaire s'est évoqué. Il faut savoir que c'est une tradition juive, le bouc émissaire. C'est l'expiation des péchés. C'est là-dedans qu'on a trouvé ce mot, qui a été réutilisé par des sociologues. Eh bien, ce phénomène, on l'a connu dans les années 20-30 contre les juifs en Allemagne ou en Europe. Et aujourd'hui, le nouveau juif, c'est l'arabo-musulman. Il arrive avec une religion, effectivement, les juifs avaient la leur. Il arrive avec une origine ethnique qui est visible. Le marqueur, il est sur le visage. Je veux dire, il ne faut pas longtemps pour voir qu'un arabe est un arabe et qu'il peut être soupçonné d'être musulman. Mais ça dit des choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cet esprit revanchard, ce défaitisme évidemment de la France qu'elle a perdu, et cette crise économique durable, ça a été évoqué, presque 4 000 milliards, on est à 3 200 milliards de dettes, fait qu'on a besoin de montrer du doigt celui qui est visible. Alors avant, le juif, c'était pas forcément évident, il pouvait ne pas ressembler à la caricature du juif dépeint par les nazis, mais il est certain que le maghrébin, quelques-uns d'entre nous font un peu européen, mais globalement, on est tous visibles physiquement et facile à montrer du doigt. Nous n'avons pas de lobby pour nous aider, nous n'avons pas de soutien, nous n'avons pas de politique, même si maintenant l'Algérie met des moyens pour soutenir la communauté algérienne. Mais il est certain que cette lâcheté d'attaquer la communauté qui est donc minoritaire et sans défense politique, ni au niveau du Parlement, ni au niveau de la justice, eh bien c'est une facilité de pouvoir dire voilà, le problème il est maghrébin. Et j'en veux pour preuve qu'en 70, quand on commence à entrer dans une crise, la première chose qui est dite par l'extrême droite, donc les anciens de l'Algérie française en l'occurrence, les poujadistes, les néo-nazis, les SA, les SS qui sont dedans aussi, ils disent quoi? Ils disent les Algériens, on parle bien des Algériens et l'immigration, donc les Algériens prennent le pas des Français. Et bien aujourd'hui, ce discours-là, il n'est pas encore tenu, mais il commence à venir. Et on utilise quoi? On utilise les idiots utiles, comme disait Lénine, les idiots utiles du système, donc 3 agents algériens qui ne sont pas français. On leur a donné une naturalisation, mais ce n'est pas des Français. Pour dire quoi? Du mal de l'Algérie. Eh bien, ne présentez plus ces sombres individus comme des intellectuels, mais de vulgaires propagandistes dont la plume est très faible d'ailleurs. Alors, Kamel Mensali, justement, est-ce que l'agenda international de l'Algérie, particulièrement dans son volet défense des causes justes, comme la cause palestinienne, la cause sahraoui, peut expliquer, selon vous, ces campagnes agressives aujourd'hui? Mais la concentration de ces attaques ne concerne pas les positions politiques diplomatiques. Ça, c'est éphémère, c'est-à-dire c'est conjoncturel. Mais est-ce que ce n'est pas justement fait de manière détournée? Il y a en partie ça, mais en réalité, il y a autre chose. C'est-à-dire que c'est systématique. Vous avez des campagnes qui sont à chaque fois dictées par des besoins électoraux. Donc il n'y a pas de position politique algérienne sur une question. Nous avons des principes, certes. Nous avons des positions fermes sur des questions précises, le Sahara occidental, la Palestine, le néocolonialisme. Donc nous avons des principes que nous défendons, mais ils sont conjoncturels, c'est-à-dire ils ne pèsent pas, ou c'est pas ça qui influe généralement sur le discours. Pardonnez-moi, Kamel, la crise avec la France, c'est concernant la position de la France, la position désormais officielle sur le Sahara occidental. Mais ça c'est une position française, je réponds par rapport à votre question. Oui. Est-ce que les positions algériennes poussent la classe politique en France à mener ses campagnes contre l'Algérie? La question c'est non, c'est-à-dire ce n'est pas... L'islamophobie n'a rien à voir avec les positions officielles de l'Algérie diplomatique, donc ce n'est pas ça. Donc ce que font les Français, c'est-à-dire, ou bien l'extrême droite, il y a aujourd'hui en France un discours qui est dicté, érigé par des éditorialistes, par des hommes politiques qui ont le droit à la parole publique, qui sont en train de justement stigmatiser l'immigration et particulièrement l'Algérien. Pourquoi l'Algérien? Parce qu'il y a cette histoire de colonialisme dont je vous ai parlé, que j'ai cité tout à l'heure, et il y a aussi le fait que lorsqu'on parle de djihadisme, on cite des noms d'Algériens, c'est-à-dire les 20 dernières années, sinon depuis les événements du 11 septembre, chaque fois qu'il y a un attentat en France, on lit les Algériens dans ce problème. Oui. Donc, nous sommes aujourd'hui face à une réalité qui est dictée par une idéologie, par une haine. C'est-à-dire le discours de la haine est véhiculé par aussi des intellectuels. Vous posez la question sur les intellectuels. Quand on lit, par exemple, BHL... Vous voulez prendre le temps de boire, Kamel, ou Zemmour, ils sont dans cette logique, donc ils nourrissent le débat.
contre les migrés, contre l'islam ou contre l'Algérie en général. Il y a aussi le débat qui se fait sur le plan politique, bien évidemment, mais ce n'est pas la véritable raison. On a des accords avec la France s'agissant du Sahara occidental. Nous avons des accords avec la France sur la question palestinienne. Mais elles ne sont que conjoncturelles. Certes, elles ont démoli la relation sur le plan politique. Elles ont pesé, oui. Elles ont pesé, elles ont démoli, elles ont vraiment contrarié les relations bilatérales. Et là, on entend hier le ministre des Affaires étrangères qui parle que que la France a un doute sur les intentions algériennes en matière de coopération. Mais c'est nous qui avions des doutes. C'est-à-dire que lorsqu'on a signé la déclaration d'Alger en août 2022, il était question de relancer les relations entre les deux pays sur de bonnes bases, de bases saines, où il n'y a pas un élément qui viendrait justement empoisonner cette relation. Lorsque la France décide, ou bien plutôt la présidence française, décide sous la pression de la droite, de l'extrême droite, d'aller vers un alignement qui contrarie justement, surtout de la part d'un membre du Conseil de sécurité, qui contrarie cette coopération. Donc il ne peut pas avoir de doute, c'est-à-dire c'est l'Algérien qui va... Maintenant, vous n'êtes plus digne de confiance. Donc on peut aller vers une coopération avec vous, mais vous pouvez nous poignarder dans le dos, que ce soit sur la question du Sahara occidental aujourd'hui, demain probablement sur un autre dossier palestinien. Donc on est toujours dans une sorte de piège qui sont tendus à l'Algérie à chaque fois. Donc on ne peut pas construire une relation. C'est-à-dire que il n'y a plus de certitude avec la France s'agissant de la coopération bilatérale. Donc le chef de la diplomatie française, il se fourvoie dans sa déclaration. Donc qui c'est qui a des doutes? Est-ce que c'est vous? C'est nous. C'est nous. D'abord parce qu'on ne peut pas aujourd'hui compter sur la France lorsqu'en même temps il y a un discours anti-algérien s'agissant du colonialisme, s'agissant de la mémoire, s'agissant de la négation du passé colonial français en Algérie. Donc si à chaque fois il y a ce discours qui revient sur la place publique et que nous qui aspirions à une relation apaisée, lorsqu'en 2022, Tebboune a dit que le président Macron a changé les choses, donc on avait l'espoir qu'il continue sur cette démarche. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il a fait? On a eu plus d'attaques contre les Algériens, plus de discours haineux et rétrogrades contre l'Algérie. Et on a eu en plus la pire des actions, celle d'aller vers un alignement sur une question qu'ils savent pertinemment qui va déranger l'Algérie, que l'Algérie ne va... Et qui dérange le droit international. Non seulement, non, mais sur le plan bilatéral, vous êtes en train de dire, vous avez une position ferme sur le Sahara occidental, nous, pour l'expression populaire, la bafouer. On va la bafouer, bien sûr. On va donner la parole à Lyes Hamaroun. Justement, ce double discours, ce double standard, encore une fois, vous qui êtes au fait de l'actualité, que ce soit celle de votre pays ou de votre pays d'origine ou votre pays d'accueil, comment vous le percevez, ce double standard aujourd'hui? Comment il retombe sur la diaspora algérienne? Est-ce que justement, à travers vos échanges avec vos followers, vous le ressentez et vous le percevez directement? Moi, d'abord, j'aimerais dire que en France, il y a vraiment deux catégories de personnes. Il y a le gouvernement et il y a la population française. Et il faut savoir que le gouvernement et la population française n'ont pas du tout la même vision de l'Algérie et des Algériens. C'est-à-dire que la population française n'est pas particulièrement raciste ou anti-algérien, mais le gouvernement, lui, on a l'impression qu'il joue un jeu de la contradiction avec l'Algérie. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il cherche à aller absolument dans le sens contraire du gouvernement algérien, et que pour des relations amicales et fructueuses, paisibles, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée d'agir de cette façon. Mais comment ça retombe sur la diaspora algérienne, selon vous? Ce discours de haine, ce discours virulent à l'égard de l'Algérie, est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez en France directement, qui vous concerne directement? Alors, ce discours, bien sûr qu'il
qu'il influe directement sur certaines personnes qui sont influençables et qui se laissent influencer. C'est des personnes qui n'ont pas vraiment d'opinion. Moi, sur les réseaux sociaux, chaque jour, je reçois des insultes et des menaces, mais pas que des Français, de beaucoup de gens qui ont apparemment un vrai problème avec les Algériens. C'est-à-dire que la diaspora algérienne, ces temps-ci, en France ou dans le monde, elle rencontre certaines difficultés par rapport aux positions de notre gouvernement, car ils savent pertinemment que nous, Algériens, nous suivons notre gouvernement et nous suivons notre président dans ses prises de position et dans ses engagements, car nous savons que c'est des prises de position et des engagements qui seront bénéfiques pour l'Algérie. Et forcément, on va rencontrer certaines personnes qui seront pas d'accord et qui vont s'en prendre directement aux Algériens sur les réseaux sociaux ou dans plusieurs organismes par rapport au travail ou par rapport au sport. Il y a qu'à voir cet été pendant les Jeux Olympiques, Imen Khelif ou Sedjati, ce qui leur est arrivé. Imen Khelif a été accusé d'être transgenre. Sedjati a eu une perquisition de la police la veille de la finale. Et ça se répercute aussi sur la population algérienne, la diaspora algérienne qui vit en France et qui se retrouve confrontée à certains obstacles au niveau de certaines institutions. Mais par rapport à la population française, je veux dire, la diaspora algérienne ne rencontre pas forcément de racisme ouvert et décomplexé. Voilà. C'est par exemple l'extrême droite qui va sortir des choses contre l'Algérie. Il faut savoir que le racisme de l'extrême droite, il évolue et il se développe d'une façon, comment dirais-je, proportionnelle à l'évolution et au développement de l'Algérie. C'est-à-dire que plus l'Algérie se développe et évolue, et plus le racisme de l'extrême droite se développe et évolue. On va donner aussi la parole. Elias Hamaloun, on va donner aussi la parole à Mohamed Lara. Justement, ce que vous dites est important, il faut le souligner. Elias nous dit que plus l'Algérie affiche des avancées dans plusieurs secteurs, plus le discours de haine se libère. Comment il retombe aussi, selon vous, sur la diaspora algérienne donc en France? Et est-ce que c'est justement cela qui vous a donné l'envie de rétablir justement l'image d'Algérie à travers les réseaux sociaux? C'est ce qui vous a donné cette volonté? Alors écoutez, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est que dans la vie réelle, ça se passe plutôt bien avec tout le monde, mais dans les réseaux sociaux, c'est plutôt un petit peu ce qu'on appelle une guerre de quatrième génération, voire de cinquième, on peut aller jusqu'à la sixième si vous voulez. Et ce qui se passe, c'est que à la base, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau ce qui se passe avec l'Algérie. Et ça coïncide avec justement l'élection de notre Raïs Abdelmajid Tebboune et justement des progrès de l'Algérie, et justement des ambitions et des grands projets qui arrivent. Et il faut savoir que depuis la normalisation du Marzen avec l'entité scélérate et la progression de l'Algérie, on a affaire à une nouvelle guerre qui est plutôt sur les réseaux sociaux, qui est quelque chose de nouveau. Et il est vrai que c'est des moutes électroniques qui viennent attaquer toute forme de progression de l'Algérie, et qui essaient aussi d'intimider les influenceurs algériens. Mais bon, on va dire qu'aujourd'hui, les Algériens sur les réseaux sociaux, même en général, sont les nouveaux soldats numériques de l'Algérie. Et je pense qu'aujourd'hui, les Algériens répondent présents et défendent assez bien l'Algérie et face à tous ces fake news qui s'abattent sur notre pays. Alors, quelle est justement la priorité de votre travail? Justement, est-ce que c'est de faire aujourd'hui la distinction, de découdre finalement le discours de l'extrême droite sur les thématiques qui sont volontairement imbriquées, c'est-à-dire religion, islam, délinquance, origine algérienne, tout ça est volontairement et insidieusement imbriqué. Est-ce que c'est justement votre objectif de déconstruire un peu ce narratif?
Alors, notre objectif, c'est de débunker déjà les fausses informations, les fake news, et aussi justement ramener simplement la vérité. Alors, il est vrai que ce qui est apparent aujourd'hui, c'est que il y a cette France que nous on n'a pas connue et que nos anciens ont connue, c'est cette France, on va dire, de l'État profond qui sont nostalgiques de l'Algérie française, hein, les anciens de l'OAS, et qui sévit sur les médias mainstream et aussi certains au sein du gouvernement qui n'hésitent pas justement à vilipender et même à insulter l'Algérie. Et nous, la diaspora algérienne, j'aime pas trop ce mot-là, mais les Algériens d'étrangers, nous sommes là aussi pour justement débunker toutes ces fake news sur notre pays, justement. Oui, Zine Cherfaoui, justement, la fake news, c'est quelque chose qui devient extrêmement présent finalement, s'appuyer sur des fake news, sur la désinformation pour délégitimer, dénigrer. Et on voit ça sur des médias lourds, des médias mainstream, par des personnalités, faits par des personnalités connues, quand même connues et respectées globalement dans, que ce soit le PAF en France ou ailleurs. C'est un tournant, c'est un basculement qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Oui, c'est un basculement, c'est effectivement un phénomène avec lequel nous vivons depuis quelques années. C'est un phénomène qui s'est amplifié depuis exactement... en fait, Kamal Mansareh a raison de dire les choses par leur nom. Donc aujourd'hui, des États mènent des guerres de 4e génération. On est dans un contexte de guerre hybride. Et ces guerres hybrides, justement, accompagnent les mutations ou les transformations que notre région et d'autres régions du monde sont en train de subir ou de vivre. Et donc, l'Algérie, pourquoi l'Algérie ? L'Algérie, actuellement, est la cible d'une guerre de 4e génération. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez des armées aujourd'hui on parle de Pharmatrol, il y a beaucoup d'influenceurs, etc., qui, du matin jusqu'au soir, essayent de discréditer ce pays, essayent de minimiser son développement, ses acquis économiques, ses acquis culturels, etc., ses acquis diplomatiques. On est dans des guerres de 4e génération et aujourd'hui l'Algérie fait l'objet d'un tir groupé. Il y a plusieurs pays qui aujourd'hui, parce que effectivement certaines de ces positions ne les arrangent pas, parce que son positionnement régional et international ne les arrange pas, et donc voilà. Alors, par contre, là, vous êtes d'accord sur le fait que les positions diplomatiques peuvent déranger Oui, absolument. J'imagine que la position algérienne au niveau du Conseil de sécurité concernant le génocide qui se produit actuellement à Reza ne fait pas plaisir à Israël. Je suppose et pas qu'à l'entité sioniste. Et pas à tout le lobby sioniste dans le monde. Je suppose que la position algérienne sur le Sahara occidental, qui est pourtant une position alignée sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, une position aussi qui prône l'application de la résolution 1514, dérange aussi un certain nombre de pays, à commencer par le Maroc, qui occupe illégalement ce territoire depuis presque une 50aine d'années. Ouais. J'imagine que le discours sur la nécessité pour les pays africains de prendre en charge leur sécurité dérange tous les États qui aujourd'hui ont des positions, des intérêts en Afrique. Commencé par la Libye, on commencé par certains pays du Sahel et j'en passe. Donc effectivement, aujourd'hui, nous assistons à une guerre qui n'est pas seulement faite de balles, de missiles, etc., mais c'est une guerre qui se mène aussi sur un autre front. Sur un autre front, et principalement sur les réseaux numériques. Bon, en France, on vient d'arrêter 3 influenceurs algériens. 6 Non, 3 et 3 autres, en principe, ils sont dans le collimateur de la justice. Ils ont arrêté 3 autres aujourd'hui. D'accord. Alors, moi, personnellement, je ne cautionnerai pas les appels au crime, à la violence. Évidemment. Je suis contre les appels au crime, etc. Mais en même temps, on arrête des influenceurs. Peut-être que c'est à la justice de déterminer s'ils doivent être emprisonnés ou pas.
Mais en même temps, de l'autre côté, vous avez des influenceurs français d'extrême droite qui lancent régulièrement des appels au crime d'Algériens, mais qu'on ne dérange pas et qu'on n'inquiète pas. Ce deux poids, deux mesures n'est pas normal dans un État qui se dit être un État de droit. Ou alors on peut parler aussi des mercenaires qui vont tuer, qui vont massacrer des femmes et des enfants à Gaza et qui retournent en France sans jamais être inquiétés par la justice. C'est pas rien que la France d'ailleurs. Gamal Abina, jamais depuis la fin des années 40, la montée de l'extrême droite n'a été observée de manière aussi fulgurante et presque générale en Europe. Et avec elle, on disait, le discours de la haine s'est libéré sur les médias lourds notamment, avec les thématiques récurrentes qu'on connaît, immigration, insécurité, etc. Islamophobie. Alors, diriez-vous que ce phénomène est plus visible en France qu'ailleurs en Europe ? Je ne dirais pas que c'est plus visible, parce qu'en Allemagne, c'est très grave ce qui se passe aussi. On a vraiment une montée d'extrême droite. Les partis populistes ou extrémistes sont connus et reconnus pour cela. Ce sont des partis qui ont d'abord une dominante raciale, qui se prennent pour des races supérieures. Ensuite, une dominante impériale et impérialiste. On sait très bien que les nazis, par exemple, étaient des gens qui voulaient l'empire colonial, que les Français colonialistes, effectivement, sont soutenus par l'extrême droite. Mais il y a eu plusieurs phases dans l'extrême droite. Il y a eu d'abord celle de 40, 45. Avec la chute de Pétain, effectivement, l'extrême droite en France est atomisée. Et à la guerre d'Algérie, il y a un retour de cette extrême droite qui traduit effectivement une logique effectivement racialiste, suprémaciste et impérialiste. Donc cette extrême droite se porte comme un charme aujourd'hui, alors qu'en 70, elle pesait que 0,2%. C'était marginal. Mais ce sont des gens comme François Mitterrand, ancien fan de l'Algérie française, pour l'oublier, qui, et je l'ai su par Roland Dumas, c'est lui qui me l'a confié en direct à la télévision, a fait monter volontairement l'extrême droite pour casser la droite. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'on a une alliance droite, extrême droite qui est en train de se faire. Éric Ciotti en est la parfaite illustration. On a une alliance extrême droite, sionisme, qui commence à être active. Apparemment, les sionistes ont oublié qu'ils étaient juifs et que les juifs ont été victimes de l'extrême droite. On a une alliance de l'extrême droite avec ce qu'on appelle donc les souverainistes, qui considèrent que l'Europe est un danger. Et on a surtout une alliance d'extrême droite qui sont toutes d'accord sur une chose, il faut en finir avec les Algériens. Tout à l'heure, il a été évoqué la question des attentats, par exemple. Je rappelle juste à titre indicatif que les 2 dernières personnes qui ont été soupçonnées ou inculpées ou même tuées pour des attentats, c'était d'abord quelqu'un dans les années 90, après 95, et le dernier en date, c'était Mohamed Merah. Depuis, on a quoi ? On a que des émigrés, entre guillemets, qui venaient de Belgique, ou Tunisiens ou Marocains. Il n'y a pas d'Algériens. Donc la question de l'islam politique, de l'islamisme violent, a été, je crois, réglée en Algérie. Mais en revanche, la question de la présence algérienne qui pose problème va au-delà de la question simplement raciale. Évidemment que la France n'est pas raciste. C'est débile de dire une chose pareille. Personne ne dira qu'un peuple entier est raciste. Mais dans ce peuple, il y a des racistes. Et la structure étatique aujourd'hui est raciste. Alors je parle de racisme structurel parce que pour chercher un emploi, les responsables sont toujours racistes, très souvent, ou du moins ont des réflexes racistes. Pour arriver aux hautes fonctions de l'État, vaut mieux pas être arabe. Le dernier en date qui l'a dit, même s'il a été nommé par 2 fois, c'est Darmanin, qui s'est rappelé qu'il s'appelait Moussa, ce qui était quand même assez cocasse. Quand on le vire, il s'appelle Moussa, et quand il revient, il s'appelle Gérald. Et bien tout ça pour dire que on a des acteurs qui sont dangereux, mais les plus dangereux, c'est pas à la limite l'extrême droite, on la connaît, on sait comment la combattre, on a l'habitude de ces outrances. Les plus dangereux, c'est se dire d'abord que sur les 100 Français préférés par 100 personnalités françaises préférées des Français, il y a 2 agents d'extrême droite, à savoir Bardella, qui a une origine algérienne et italienne, et Marine Le Pen, évidemment, la bretonne. Mais surtout, ce qui est inquiétant, c'est de voir que des 3 Algériens, je donnerai les noms parce qu'il faut savoir qu'ils sont algériens. Raphaël Enthoven, il est algérien. BHL, comme on l'appelle, donc Bernard-Henri Lévy, sioniste algérien, et Zemmour, ces 3 personnes viennent de chez nous. Et c'est celle-là qui nous attaque le plus. Ce sont les plus parce virulentes, qu'elles ont à la effectivement. fois... Elles ont une frustration algérienne, on le sait, et en même temps un sionisme ancré en elles. Donc ces gens-là sont des véritables agents dormants qui se sont réveillés aujourd'hui à la faveur de l'extrême droite et qui portent un discours extrêmement dangereux en se drapant derrière la gauche, évidemment. Je ne parle pas de Zemmour. On va poser on va faire un dernier tour de table sur la question mémorielle. On a le sentiment aujourd'hui, Kamel, que on est très loin, on n'a jamais été aussi loin d'un règlement de ce litige mémoriel, en tout cas pendant l'ère qu'on traverse aujourd'hui avec la France. Pourquoi ces cercles ont intérêt à maintenir ce litige ? Et est-ce qu'il y a aujourd'hui des forces politiques pour contrebalancer l'extrême droite ? D'abord, c'est un dossier. Justement, c'est vraiment un dossier à mettre sur la table pour l'éclaircir de part et d'autre. Mais le fait qu'en France, on continue à se servir de l'action coloniale comme étant une action bénéfique pour les Algériens,
alors que les Algériens ont été colonisés sans rien demander, lorsqu'on leur pose la question, lorsqu'on met les Français devant le fait accompli, qu'on leur dise que le colonialisme a été quelque chose de brutal, qu'il a vraiment décimé des populations entières. Le colonialisme est la matrice de tous les crimes. Oui. C'est pire qu'un génocide. Et qu'il est impardonnable, imprescriptible. Donc, pas la peine d'en discuter, parce qu'il n'y a aucun peuple au monde qui peut accepter les excuses de la France s'agissant du colonialisme, surtout pour les Algériens. Mais ce serait parce que ce n'est pas, le colonialisme en Algérie n'est pas une question d'État. Lorsque les officiels parlent, ils ne parlent pas, ce n'est pas leur discours. Et c'est pour ça qu'on lit dans la presse française ou dans les déclarations sur les plateaux, ils disent régime, alors que c'est faux. Cette question de le colonialisme concerne tous les Algériens. Chaque Algérien a perdu un proche, sinon, s'il n'a pas été tué, il a été disparu, torturé, etc. Oui, oui. Donc nous sommes face à quelque chose qui appartient à un peuple, c'est une mémoire d'un peuple. Vous ne pouvez pas demain dire que ce colonialisme a été bénéfique. Lorsqu'il y a certes ce discours-là, notamment sur la loi scélérate de 2005, les bienfaits du colonialisme. Les bienfaits du colonialisme l'ont été exclusivement pour les colons. On a construit pour les colons, on a fait les villes pour les colons. Les plus chanceux des Algériens... Qui a été retirée, cette loi, depuis. Les plus chanceux de ces Algériens qui vivaient, où est-ce qu'ils vivaient? S'ils ne vivaient pas dans des taudis ou dans des mechta et dans des masures, ils vivaient dans la Casbah. Donc toutes les villes européennes, ils étaient construites pour les Européens. Et aujourd'hui, ce discours de bienfait revient à chaque fois. Oui. On l'entend tous les jours, pas plus tard qu'aujourd'hui, qu'hier. Sur les plateaux d'Europe 1, on entendait des éditorialistes et des chroniqueurs qui disaient « Oh, le colonialisme a fait ramener beaucoup de choses aux Algériens. » Mais on ne vous a rien demandé. Oui. Si vous êtes venus ici, toutes les 100 000 soldats qui sont venus, sur les 406 bateaux qui sont venus sur les berges, enfin les côtes algériennes, étaient venus pour massacrer. C'est une décision qui était décidée en 1827. Oui. Il y a des années de préparation. Donc, pour dépassionner le débat avec les Français sur cette question-là, c'est un travail d'abord qui doit se faire pendant, pas simplement 5 ans, c'est une quarantaine, 4 à 5 décennies. Il faut que les prochaines générations travaillent et démontrent que voilà ce qu'a fait la France et que ça devient consacré, non seulement dans les manuels, mais dans la psyché et dans le mental algérien. Aujourd'hui, on est en train de perdre ce discours-là patriotique liant l'Algérien à son passé colonial. C'est parce que lorsqu'on traite avec la France, si aujourd'hui on veut répondre aux Français, vous nous parlez, mais vous ne nous obligez pas aujourd'hui à occulter un passé douloureux. Parce qu'on ne peut pas l'oublier. Parce que c'est ce passé-là qui a eu des conséquences désastreuses sur tous les plans. Exactement. Zine Cherfaoui, rapidement aussi sur cette question, pour vraiment donner la parole à tout le monde avant de clore cette émission. Oui, moi je pense que les relations algéro-françaises sont passées à côté de quelque chose qui aurait pu bénéficier aux deux peuples. Il faut juste revenir un petit peu en arrière. Moi je me souviens, le défunt président Bouteflika, à l'époque, on parlait beaucoup d'un projet de partenariat stratégique, etc. L'Algérie était prête à aller très loin avec... Bouteflika était prêt à aller très loin avec Chirac. Mais il faut croire qu'actuellement, il y a toujours un lobby en France qui est puissant, qui est tapis dans l'ombre qui ne veut pas de ce partenariat stratégique. Comment, à l'époque, on avait dynamité le partenariat stratégique? C'était avec la loi sur les prétendus bienfaits de la colonisation. En 2005, effectivement. En 2005. Et moi, je pense que ce lobby est toujours à l'œuvre actuellement et qu'il ne veut pas d'un rapprochement entre Alger et Paris. Le président Tebboune, dans de nombreuses déclarations, moi, la déclaration du ministre français des Affaires étrangères me fait un peu rire parce que lorsqu'il dit oui, nous doutons de la volonté de l'Algérie d'avoir de bonnes relations avec la France. Là, c'est un peu ce qu'a dit Kamal tout à l'heure. C'est nous qui doutons réellement de la volonté de la France d'avoir de bonnes relations avec l'Algérie. Le président Tebboune, à de nombreuses occasions, a affirmé, a souligné, a mis en avant sa volonté justement d'avoir les meilleures relations possibles avec la France. Et a offert encore une fois il y a eu de revenir au dialogue. Un petit mot d'Emmanuel Macron, un geste ou une déclaration d'un ministre qui remet en cause tout le parcours suivi. Et donc aujourd'hui, moi je pense qu'en plus de ce lobby dont je parle,
aujourd'hui, je pense qu'il y a encore aussi un autre lobby qui n'est pas prêt à une réconciliation avec l'Algérie. Aujourd'hui, la question de la mémoire, la France n'a pas encore réglé son problème avec son histoire coloniale. Oui, elle lutte contre ses propres démons. Lies Hamaloun, sur cette question de la mémoire, c'est quelque chose qui vous est cher d'ailleurs, que vous défendez aussi, que ce soit pour Lies Hamaloun ou pour Mohamed Larej. Pourquoi il est important, selon vous, de rétablir cette mémoire collective algérienne? Très très rapidement. Alors déjà, d'abord, je voudrais dire que pour tous ceux qui vantent les bienfaits du colonialisme, j'aimerais leur dire que nous vous rendons volontiers tout ce que vous avez construit si vous nous rendez nos compatriotes que nous avons perdus. Oui. Mais c'est impossible, parce qu'aucun immeuble, aussi beau qu'il soit, ni aucun monument n'aura la valeur d'un être humain, d'un Algérien, d'un compatriote que nous avons perdu. Et concernant le devoir de mémoire, je trouve que c'est un devoir que tout être humain devrait avoir instantanément, sans qu'on ait besoin de lui rappeler ou de lui expliquer ce que c'est. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas ce litige qui sera réglé entre l'Algérie et la France concernant le devoir de mémoire et le passé colonialiste de la France envers l'Algérie, ça va être très très compliqué de rétablir de bonnes relations et d'avancer finalement. Entre les pays. Pardonnez-moi, je vais donner la parole à Mohamed Larej. Vraiment, il ne nous reste plus beaucoup de temps sur cette même question. Alors pour assainir justement les tensions entre l'Algérie et la France, c'est tout simple, qu'elles reconnaissent déjà le génocide qui a eu lieu en Algérie pendant plus de 130 ans. Je pense au génocide de la Rwaz, les enfumades de Aïn Mrend et de Tahra, et aussi les essais nucléaires qu'ils ont fait en 1960 dans la région d'Ergan, et de nettoyer justement ce Sahara. Et là, on pourra discuter, on pourra justement aller venir sur une table de négociation et pour parler les yeux dans les yeux et se respecter. Ça ne sera pas le grand amour, on ne pourra pas effacer le passé, mais reconnaître le génocide qui a eu lieu pendant ces 130 ans et peut-être peut-être qu'il y aura une réelle paix entre la France et l'Algérie. Tant que les anciens de l'OAS sont encore nostalgiques de cette Algérie française, ça sera le statu quo. Ça sera compliqué. Gamel Abina, le président de la République, dans son dernier discours, pour ne prendre que le dernier discours, justement, il a offert de revenir à la raison, de revenir au dialogue. Est-ce qu'il y a des forces politiques en France capables de contrebalancer ce discours et ce discours de haine contre l'Algérie et d'aller vers la raison, finalement? Oui, la vraie gauche peut le faire. LFI est en mesure de faire ça. La vraie problématique aujourd'hui, c'est que la France ne doit pas faire un devoir de mémoire, parce que ça, c'est encore un mot édulcoré. Elle doit reconnaître la barbarie des crimes coloniaux. Elle doit arrêter la plaisanterie. Elle doit arrêter de savonner la planche à ceux qui essaient de se rapprocher. La relation entre M. Tebboune et M. Macron était bonne. Elle a été dégradée volontairement avec l'affaire Amir Abouaraoui, tout un tas de coups tordus. Il faut le dire, ce sont des coups tordus. Mais le problème principal, c'est l'arrogance du coq français. Je parle des dirigeants, ça va de soi. Ils sont responsables, qui ne veulent pas reconnaître leur passé, qui est quand même pas glorieux, qui est plutôt sale, avec des crimes en cascade. Et tant qu'ils ne reconnaîtront pas cela, il n'y a aucune raison que l'Algérie fasse un effort vers eux. Ça fait longtemps qu'ils tournent autour du pot, longtemps qu'ils nous disent qu'ils font les petits gestes de rien du tout. Le vrai geste est une demande officielle de pardon de la France vis-à-vis du peuple algérien. Et la demande officielle, c'est l'État français qui doit la faire. Merci beaucoup, Gamel Abina. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. Merci Azine Cherfaoui, journaliste également spécialiste des questions internationales. Kamel Mensari, consultant de Canal Algérie. Merci à nos influenceurs Lies Hamaloun et Mohamed Larej. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Excellente suite des programmes. Au revoir.